aujourd'hui Ils avec l'ont donné là-bas. une thématique Voilà. vraiment Ouais, mais au je pense que c'est juste avant cœur que vous passiez en fait. des préoccupations de tout le monde, les sciences cognitives, les neurosciences, ça et la formation, comment est-ce que ça fait ménage, bon ménage, comment est-ce qu'on s'en sert réellement, Excellent. comment est-ce qu'on passe de concepts à des outils, à des dispositifs. Eh bien, pour attaquer cet après-midi qui va travailler sur ces sujets-là, et vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir des retours d'expérience, eh bien on va d'abord commencer par s'ouvrir le cerveau. Moi je dis on va décapsuler les têtes pour penser autrement. Et pour ça, on a la chance d'avoir Claire Stride qui va être pendant une demi-heure avec vous. C'est une experte de ces questions sur l'intelligence relationnelle, émotionnelle, sur toutes ces dimensions qu'on avait totalement négligées et oubliées dans le monde de la formation et qui reviennent, mais vraiment en force, en masse, lorsqu'on se pose cette question de l'engagement, la question de la réussite de ces parcours de formation qu'on construit. Alors, 25 minutes où elle va pouvoir vous parler, et là, je vais même pas avoir besoin d'intervenir, tellement elle va vous embarquer, et 5 minutes pour poser des questions, c'est tout. C'est la règle du jeu. On passera après à un autre témoignage d'un CEO qui utilise aussi ces éléments-là. Claire, à toi. J'y vais. Ah, pardon. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici. Donc Claire Stride, on dit Stride, hein. Ça stride en anglais, soit Stride, mais le stride, ça, je ne sais pas vous, mais ça écorche un peu, surtout juste après le déjeuner. Donc je suis consultante spécialiste en neurosciences, tout ce qui est neuropédagogie également. J'accompagne aussi bien des dirigeants que des sportifs de haut niveau, des chefs étoilés et le commun des mortels. Je suis donc conférencière et auteure et je travaille ici avec Numix qui est sur le stand H22. Où justement on réussit à mettre les neurosciences au service de l'apprentissage. Alors, cet après-midi, on va commencer par expliquer que sont les neurosciences et à quoi ça peut nous servir effectivement dans nos logiques de digital learning. Les neurosciences, comme vous l'aurez compris, c'est avant tout une histoire de neurones, une histoire de signaux électriques et une histoire de chimie. En fait, les neurosciences, ce sont toutes les études du système nerveux, aussi bien sur sa structure, sur son fonctionnement, de l'échelle moléculaire jusqu'aux organes. En gros, vraiment, on parle de tout. Et puis, on a plein de disciplines transverses. La biologie, la chimie, la bioinformatique, la neuropsychologie. Vous allez vous rendre compte qu'à partir du moment où vous allez commencer à gratouiller du neurone, vous avez accès à un monde infini. Et c'est ça qui est passionnant avec la neuroscience, véritablement. On a de l'intérêt au niveau cellulaire, on va sur tout ce qui est d'ordre développemental, on est aussi sur la neurophysiologie. On va bien sûr dans le monde cognitif qui va nous intéresser cet après-midi, sur la génétique, sur tout ce qui est évolutionnaire et computationnel. C'était les mots intelligents de cette conférence, maintenant on va passer à des choses un petit peu plus pratiques. Juste pour vous la péter, parce que dans les dîners ça sert toujours, est-ce que quelqu'un sait combien nous avons de neurones dans notre cerveau ? À la louche, à 2 ou 3 près. 4, seulement pour les hommes, pardon. Alors, on en a à peu près 100... Oui, allez-y. 100 milliards à la naissance, 86 milliards pour le reste du temps. On a de quoi faire de belles choses, ça c'est sûr. Tout ça, ça nage dans des cellules gliales, à peu près 1,5 fois le nombre de neurones. Et est-ce que vous savez où nous avons des neurones en dehors du cerveau ? Ça, vous le savez. Dans le ventre, ouais, à peu près 100 millions. Et où encore ? Voilà, dans le cœur. 40 000. Et en fait, ce sont ces 40 000 petits neurones qui vont être déterminants dans nos apprentissages. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc, des neurones dans la tête, dans le cœur, dans le bide. Quand on dit que c'est important d'être aligné tête, cœur, corps, vous commencez à comprendre le concept. Ce qui est intéressant, c'est de se dire ce que les neurosciences ne sont pas. Je suis désolée de vous l'apprendre, les neurosciences ne sont pas magiques. Les neurosciences ne sont pas la solution à tout. Et tout ce que nous savons n'est pas encore fini parce qu'on continue à avancer au fur et à mesure. Ce qui va nous intéresser, ça va être les neurosciences cognitives et les neurosciences affectives. Les neurosciences cognitives, c'est celles qui ont été mises en lumière dans les années 50. On a commencé à se rendre compte, grâce à des personnes qui ont eu de graves accidents, merci à eux, que en fait, si on commençait à triturer le cerveau de certains côtés, il y avait des choses qui se passaient au niveau de la mémoire,
au niveau de la mémoire et au niveau des apprentissages et au niveau des émotions. Alors les sciences cognitives, quelles sont-elles? C'est toutes celles qui sont en lien avec la perception, donc la façon dont je perçois le monde. Alors il faut savoir un truc très très important, c'est-à-dire que je perçois des informations, mon cerveau perçoit des informations et ma conscience va faire une représentation de cette perception. Déjà là, ça commence à être le bazar. Je ne vous raconte pas pour apprendre comment ça se passe. Donc les sciences cognitives, on est sur tout ce qui est en lien avec la perception, en lien avec la motricité, avec le langage, avec la mémoire, avec le raisonnement, avec les émotions et bien sûr avec tous les types d'apprentissage. Et je voulais vous parler d'autres neurosciences dont on parle très très peu. Ce sont les neurosciences affectives et sociales. Qui en a déjà entendu parler? Et soyez honnêtes. Soit on a un public d'une extrême haute qualité et auquel cas vous avez tous monté sur scène avec moi, merci d'être là. Soit je suis ravie de pouvoir vous ouvrir sur ce monde magique et merveilleux des neurosciences affectives. Les neurosciences affectives, c'est ce qu'on a commencé à comprendre quand on s'est dit tiens, en fait, mon cerveau n'est pas que réflexion. Mon cerveau est aussi émotion. Vous savez, ces petits trucs qui nous ravagent de l'intérieur, la peur, la joie, le stress, tout ce qui est colère, tout ce qui va être tristesse, etc. On a eu longtemps le réflexe de mettre tout ça de côté. Or, ce sont nos émotions qui font que nous sommes des mammifères, des êtres humains. On réagit exactement de la même façon que votre chat, votre chien ou votre furet. Il faut être d'accord là-dessus, notre cerveau limbique, paralimbique est connecté à tout ça de la même façon. Et ce sont les émotions qui vont être un excellent véhicule pour les apprentissages. Et là, vous repensez tous à quand vous étiez à l'école. Je vois des petits frissons d'horreur en train de vous parcourir. C'est normal, les émotions n'étaient pas forcément au cœur de vos apprentissages. Les neurosciences affectives ont surtout été mises en avant par Antonio Damasio, dont vous avez certainement entendu parler, et par Catherine Guéguen, près de laquelle je me suis formée notamment voilà, sur ces logiques de neurosciences affectives, notamment dans la construction du cerveau de l'enfant. Alors évidemment, dans nos apprentissages, ça commence in utero et ça continue dans la petite enfance. Et ce développement des neurosciences affectives est très très important parce que c'est le fait de garantir un cadre sécurisant et émotionnel à l'enfant pour lui permettre de construire sa confiance en lui et lui permettre d'être capable de s'adapter en toutes circonstances et donc être capable d'apprendre. Et c'est ça la clé, une des bases de nos apprentissages. Alors vous allez me dire, dans nos métiers de formateurs, on ne va pas aller les chercher à la crèche tout de suite et qu'est-ce qu'on fait quand on a un adulte devant nous? Je vous donne les clés tout à l'heure. Parce qu'il y a un truc super important à prendre en considération, c'est que toute action d'apprentissage et toute action que nous faisons chaque jour, en fait, c'est toujours la même chose. Nous faisons un choix. Notre cerveau fait des choix. Si je veux apprendre, c'est un choix. Si je veux rentrer de nouvelles connaissances, c'est un choix. Si je viens ici au Learning Tech, c'est un choix. Si je vous parle, c'est un choix. Ce que vous avez mis comme vêtements, le métier que vous faites, tout ça, ce sont des choix. Et tout va se passer par rapport à ce choix. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau fait ce choix en 230 millisecondes. En 230 millisecondes, tout bascule. Ou pas, ça dépend de votre choix. Et tout ça, ça se passe de façon complètement inconsciente. Alors en général, on se prend la tête en se disant c'est trop compliqué, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Il faut quand même savoir qu'à 99,749%, en gros à 99,8%, vous ne m'en voudrez pas pour l'arrondi, ça se passe de façon inconsciente. Ce qui veut dire que dans notre quotidien, on se prend la tête pour 0,2% de nos prises de décision. Ça relativise, on est d'accord. Mais ça veut dire que dans nos techniques d'apprentissage, c'est sur ces 0,2% qu'on va devoir aller s'appuyer pour être dans une démarche d'apprentissage conscient. Donc déjà, sachons que tout se passe par un choix. 230 millisecondes pour choisir si je vais boire, pas boire, si je vais parler, quel mot je vais dire, comment je vais me tenir, etc. Et dans ces 230 millisecondes, comment ça fonctionne? Je suis face à une situation, n'importe laquelle. Mon cerveau va commencer par créer la représentation de ce que potentiellement va se passer quand je vais faire ça. Imaginons, j'hésite à m'inscrire à une formation, je ne sais pas moi, sur le digital learning par exemple. Imaginons, comme ça. Ok, mon cerveau il est en train de se dire, ça va être quoi quand je serai formé ou ça va être quoi? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais m'inscrire à cette formation? Il se fait son film. Alors, il faut savoir que c'est le Festival de Cannes pour l'instant. Nous sommes tous de très 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 grands dramaturges.
On est tout le temps en train de se faire des films, tout le temps en train de projeter des choses. Et ça aussi, c'est hyper important à prendre en considération dans vos techniques d'apprentissage. Donc mon cerveau, il commence à se faire un film. Ok, ça va se passer comment? Il va se passer ça. Bon, je vais analyser le truc, rationaliser, c'est bon, c'est pas bon pour moi, je prends ma décision. Allez, soyons fous, je vais m'inscrire à cette formation et du coup, je fais une réponse adaptative, je coche le truc et j'envoie le fichier. 230 millisecondes pour faire ça. On est super fort quand même. Hein, quand on nous dit qu'on ne sait pas faire un choix, franchement, je trouve qu'on est super fort. Ça, c'est la partie inconsciente. Pour les 0,2% qui restent, vous le savez, des fois, ça prend des années de faire un choix et des fois même au bout du bout, on n'a pas réussi à choisir. Donc c'est ça qui est important à prendre en considération, c'est vraiment tous les mécanismes inconscients qu'on va avoir à l'intérieur du cerveau qu'il va falloir activer pour pouvoir rassurer la personne et la mettre en disposition d'apprentissage, voire en disponibilité d'apprentissage. Notre cerveau est une machine incroyable. On prend 35 000 décisions par jour, dont celle d'apprendre, dont celle d'écouter le formateur, dont celle de lancer notre module de formation en digital learning et celle d'aller se prendre un carré de chocolat après parce que c'était cool d'avoir suivi ça. 35 000 décisions par jour. Chaque seconde, notre cerveau reçoit 400 milliards de bits d'informations, c'est-à-dire 400 milliards d'impulsions de toutes les infos qu'il a à l'intérieur. Comment mes cellules vivent, est-ce que j'ai mes cils qui sont en train de pousser, est-ce que mes ongles ça se passe bien, est-ce que je respire comme il faut, ah tiens, hop là, je viens d'avoir mon cœur qui bat. 400 milliards d'infos intérieures. Ajoutez à ça chaque seconde 11 millions d'infos extérieures. Les gens qui me regardent, une lumière, la chaleur, etc. Donc dans ces 400 milliards, 11 millions d'informations, va falloir que vous réussissiez à faire apprendre des choses aux gens. Ouais, on est tous des héros quand on a réussi à apprendre et quand on a réussi à faire apprendre quelque chose. Donc notre cerveau est tout le temps en train de fonctionner, tout le temps en train de se poser des questions, tout le temps en train de faire des choix. Pourquoi? Parce que le but ultime du cerveau, c'est pas de s'inscrire à toutes nos formations, c'est de survivre. Et c'est ça qui compte. Et mon mental, il est là juste pour me rappeler tout ce qui potentiellement va me mettre en danger. Alors, est-ce que le digital peut me mettre en danger? Va savoir, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que le but premier de mon mental, c'est de survivre. Et tout ce qui peut me mettre en danger, je l'écarte. Pour survivre, j'ai besoin de me nourrir. Et on le sait tous, on est aussi là pour assurer la perpétuation de l'espèce, donc on est aussi là pour se reproduire. Comment vous dire que survivre, se nourrir, se reproduire, on est loin des logiques d'apprentissage? Par contre, si je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent m'aider à pouvoir me nourrir, me reproduire et survivre, et bien ça, je vais l'apprendre plus rapidement. Quand on était dans la grotte, face à un petit godin de sable, c'était bien sympa de savoir comment on pouvait courir d'une certaine façon pour qu'il ne nous rattrape pas ou grimper dans un arbre, par exemple. Tout le reste, c'était un petit peu accessoire. Donc c'est là où on se rend compte qu'en fait, apprendre, c'est pas si évident. Même si notre cerveau est une éponge à apprentissage, si on s'y prend pas de la bonne façon, et la bonne nouvelle, c'est que c'est une façon différente par individu, courage, ça va bien se passer, et c'est là où on va avoir des atouts, et ben ça risque d'être compliqué. Donc dans nos apprentissages, c'est ça qui est hyper important. Et pour être sûr que ça fonctionne bien, il faut aussi prendre en considération que notre cerveau est un drogué. Ouais, on est tous des drogués. Drogués à la dopamine, drogués à la sérotonine, à l'ocytocine et aux endorphines. J'ai besoin d'avoir mon shoot de bonheur, j'ai besoin de me sentir comme quelqu'un de super puissant, j'ai besoin d'être dans la douceur et dans le lien avec les gens, et puis après j'ai besoin que ce soit tout cool par rapport à ça. Et c'est toute cette dynamique, toute cette chimie à l'intérieur du corps qui me permet d'être disponible ou pas pour un apprentissage, qui me permet d'être fière de moi, qui me permet de pouvoir avancer au quotidien. Et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est là-dedans qu'on va trouver la clé de la motivation, élément très important si j'ai envie de pouvoir apprendre et de pouvoir faire quelque chose qui me permette d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon cerveau a besoin d'anticiper tout ce qui va passer. On l'a dit, hein, il se projette, il se fait son petit film, il regarde comment ça marche, et il va se dire, ok, je vais anticiper la potentialité de plaisir que je vais vivre dans la situation. Si jamais je me dis que ça va pas être si fun que ça de venir à cette conférence, je vais aller me prendre un café, rester dehors, profiter. Mais si jamais dans ma projection, je me dis waouh, je vais passer un super moment génial, je vais me bouger pour venir ici. Mon cerveau a une sainte horreur
que dis-je, une horreur, une aversion de malade mental pour l'effort et la contrainte. Et tous, hein, hommes, femmes, on est bien d'accord, c'est vraiment pour tout le monde. Notre cerveau ne supporte ni l'effort, ni la contrainte. Et c'est là où vous vous rendez compte que dans une logique d'apprentissage, ça prend tout son sens. On a un ratio hyper important que je vous invite à noter tout de suite. Ce ratio, c'est celui des ressources à fournir sur les ressources disponibles. Ma motivation, elle va être là. Si les ressources à fournir que j'ai sont moins grandes que mes ressources disponibles, en gros, si je ne puise pas toute mon énergie, si je ne vais pas être complètement crevée ou si je me rends compte que je n'ai pas assez d'énergie, eh ben c'est OK, je vais y aller. Mais si je me rends compte que le ratio entre les ressources à fournir, donc l'effort que je dois fournir, et l'énergie que j'ai, donc les ressources disponibles, bah si c'est complètement déséquilibré, alors autant vous dire que j'y vais pas du tout. Et on a presque tous vécu ça face à un exo de maths quand on était petit, ou par rapport à la disserte qu'il fallait rendre le lendemain, et tu regardes, tu fais « j'ai pas envie, j'ai pas le courage, non, je vais pas y arriver ». Et comme ça, on a créé cette situation qui est extrêmement démotivante. Donc ce ratio, il est hyper important parce que ça marche pour les formations, ça marche aussi par rapport à ce que vous allez faire au quotidien. Et je ne parle pas que de l'étagère que vous n'avez pas fixée depuis 3 ans chez vous, on est bien d'accord. Donc ce qui compte, c'est ça, c'est de prendre en considération cette logique d'effort. Mon cerveau ne supporte pas l'effort, ne supporte pas la contrainte. Alors si je dois fournir plus d'énergie que ce que j'ai de disponible, c'est mort, j'y vais pas. Et si on est en logique de formation, si le fait d'aller en formation ou rien que d'allumer mon ordinateur, je me dis déjà, non là, j'ai pas la foi, quoi, j'ai pas envie d'y aller. Vous allumez le truc, ça bug, vous ouvrez le fichier, ok, vous commencez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, le gars il est desséché au bout de 5 minutes. Hein. Et là, votre apprentissage, même si vous avez le meilleur digital learning du monde, le truc, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est hyper important d'être sur cette logique-là. Parce qu'on a besoin que ça fasse sens, on a besoin que ce soit cohérent, on a besoin de se sentir motivé et engagé. Pas de motivation, pas de sens, pas de cohérence, pas d'engagement, égale pas d'apprenant qui s'éclate. Et pour nous, c'est pas bon du tout. Chose intéressante, à partir du moment où on a décidé de s'engager, de s'investir dans quelque chose, on a quand même une petite part d'ego qui fait qu'on lâche pas l'affaire. Si on a vraiment décidé de s'investir dans quelque chose, on ne va pas baisser les bras. On ne veut pas avoir fait tout ça pour rien. Ça gratouille l'ego, on n'aime pas du tout. Donc heureusement qu'il est là pour dire, allez, encore un petit effort et tu vas jusqu'au bout. Et tout ça, c'est un rythme hyper important à prendre en considération dans nos formations. On a besoin d'être assuré de ce qu'on fait et d'être rassuré. Alors, dans le monde du numérique, dans le monde du digital, comment est-ce qu'on peut faire tout ça ? Ce qui est génial avec le digital dans les apprentissages, c'est qu'on peut faire des conditions d'apprentissage adaptées à chaque personne. Et on peut vraiment surfer sur la clé de l'apprentissage qui est le plaisir. Je peux m'éclater grâce à ceci. Alors on a des formateurs exceptionnels, peut-être comme vous et moi, mais le digital, c'est aussi chouette pour pouvoir s'éclater par rapport à tout ça. Et puis, on n'a pas encore le don d'ubiquité, donc c'est cool de pouvoir en faire profiter les autres. Dernier élément super important pour pouvoir aller au bout des choses, c'est le circuit de la récompense. Je vous l'ai dit, mon cerveau est un drogué. S'il n'a pas son shoot de dopamine, il n'avance pas. S'il n'a pas sa petite dose de « Waouh, j'ai réussi, j'ai compris le premier truc, c'était trop bien ». Hop, dopamine, s'il n'a pas ça, il continue pas. Et comme il aime gagner, c'est un petit peu comme un drogué devant une machine à sous. Hein. Tant qu'il gagne, il continue et il avance. Donc du coup, ce shoot de dopamine va faire la confiance, va venir renforcer la motivation dans l'apprentissage et vous aurez les apprenants les plus heureux du monde et en plus, ils deviendront compétents. C'est quand même chouette. Donc, vous comprenez, il n'y a plus besoin de le démontrer, toute l'importance de la ludification et de la gamification. Le jeu, mais vous comprenez aussi l'addiction qu'on peut avoir aux jeux vidéo et une grande addiction qu'on peut avoir aux réseaux sociaux quand on devient accro aux petits likes qu'on reçoit, au partage de trucs, à toutes ces notifications qui vivent partout sur LinkedIn, sur machin et tout ça, parce que ça vient nourrir aussi notre circuit de la récompense. À partir du moment où on s'intéresse à moi, on like un truc que j'ai fait, ou on partage un truc que j'ai fait, j'existe, c'est trop bien, shoot de dopamine. Et ça aussi, c'est à prendre en considération dans nos apprentissages. Donc tout ce que nous faisons a besoin d'une récompense. Si certains parmi vous un jour ont essayé d'éduquer un chiot, vous vous êtes rendu compte que c'est quand même vachement plus facile avec de la friandise que si on lui met des coups dans la tronche. On est tous d'accord. Ça marche pareil pour un apprenant. On a besoin d'être dans quelque chose qui le valorise, qui le met en avant et qui lui permet de se sentir bien. Donc on va chouchouter nos apprenants. On va mettre un focus sur les émotions et j'en reviens à ces fameuses neurosciences affectives alliées aux neurosciences cognitives.
cadre émotionnel et affect sécurisant. On va mettre notre apprenant dans un cocon de douceur pour qu'il arrive vraiment à se sentir à sa place par rapport à tout ça. Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, derrière chaque adulte, il y a un enfant qui allait à l'école. Il y en a pour qui ça s'est bien passé, heureusement. Mais j'aimerais juste savoir, là comme ça, qui a vécu des choses difficiles à l'école? Qui à un moment a été humilié, mis au banc du truc? Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Ouais, allez non, en vrai, qui a mal vécu l'école à un moment dans sa vie? Ouais, merci, merci. Et c'est super important de le dire, j'ai rien contre l'école, juste on voit les dégâts que ça fait sur le cerveau aujourd'hui. Et derrière chaque apprenant, il y a le petit enfant intérieur qui va se rappeler qu'il s'est pris la honte en cours de maths ou en cours de bio un jour, et qui, quand on va le remettre dans une situation d'apprentissage, va de suite s'enfermer dans l'échec et va pas vouloir avancer. Et ça, c'est hyper important à prendre en considération. Et je voulais vous parler d'un public formidable auquel j'appartiens, le monde magnifique des neuroatypiques. Les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, les hauts potentiels intellectuels, les hypersensibles, les TSA, donc ceux avec un trouble du spectre de l'autisme, et les TDAH, personnes avec troubles déficitaires de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On est à peu près 25% de la population, n'ayez pas peur, ça veut dire que 1 sur 4, vous en faites partie, voire il y a peut-être une concentration un petit peu plus grande ici. Et en fait, on a un cerveau qui fonctionne différemment. Moi, j'ai 4 super pouvoirs: dyslexie, dyscalculie, haut potentiel intellectuel et hypersensibilité. Et je vais bien. Maintenant, ça va bien. Avant, c'était plus compliqué. Et en fait, je sais que j'ai jamais compris la méthode qu'on me donnait pour apprendre et que j'ai toujours appris toute seule. Je suis très autodidacte et à chaque fois qu'il a même fallu que je me forme dans le monde des adultes, c'était compliqué. J'adorais prendre un truc où je pouvais être en autonomie et surtout que personne vienne me saouler avec ce que je devais faire. Du coup, j'ai bien progressé. Mais c'est important de prendre en considération toutes ces spécificités neurocognitives parce que dans vos apprenants, il y a des gens comme ça. Et c'est là où le numérique, le digital permettent d'avancer pour sortir du trauma, de l'échec, de ce syndrome d'imposteur que vous pouvez trouver chez vos apprenants. Donc le digital va permettre de s'adapter en gamification, bien évidemment, mais aussi de travailler sur les couleurs. On sait qu'il y a des couleurs qui aident à apprendre, des couleurs qui font mal aux yeux, des couleurs qui sont difficiles. Un truc super important, et je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, c'est le trajet que fait l'œil quand on est en train de regarder quelque chose. Soit quand on lit, soit quand on voit une vidéo. En fait, si je fais aller mes yeux dans tous les sens, je peux déclencher des crises d'épilepsie chez les gens, ou je peux perdre une partie en fait, de tout ce qui est transmis. Bien sûr, la facilité d'accès à l'écrit, la lumière, les émotions qui vont être ressenties quand on fait travailler les gens avec par exemple de la VR ou de la 3D. Tout ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin en sécurisant l'apprenant et en lui donnant vraiment un environnement qui est fait juste pour lui. On peut aussi scaler les niveaux de difficulté. Et ça, c'est hyper important que chacun se sente à son propre niveau. Si on met quelqu'un face à une grande difficulté, il va avoir l'impression d'être au pied de l'Everest en tongs et autant vous dire qu'il ne va pas y aller. Et qui va plutôt reculer et qui va saboter tout le reste dans son apprentissage. Et ça, c'est important à prendre en considération. On est sur cette logique d'accompagnement, on fait grandir les gens, on leur permet d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. On est là pour les accompagner du mieux possible pour qu'eux se sentent autonomes et puissent aussi, pourquoi pas, un jour les transmettre. Et donc, on a tous ces outils qui sont formidables avec le digital. Moi, je trouve que c'est une libération dans les apprentissages. C'est un super complément avec l'humain pour pouvoir permettre à chacun d'apprendre à son rythme. Donc, pour moi, en fait, rendre le savoir accessible à tous, ça permet d'être, comme j'aime le dire, un peu moins con au quotidien. Et ça permet surtout d'être tolérant, d'être libre, d'être engagé dans le respect du fonctionnement des neurones de chacun. Ce qui compte le plus, c'est véritablement d'utiliser tous les outils qu'on a, que ce soit le numérique, que ce soit l'humain, que ce soit tout ce qu'on peut avoir ici. Et les neurosciences là-dessus sont vraiment, j'allais dire, une nouvelle façon de pouvoir avancer dans le respect de l'autre. On le sait, on parle beaucoup d'inclusion, de toutes ces choses-là. On voit le nombre de personnes qui sont présentes ici. Le digital learning, c'est un vrai sujet et ce n'est pas qu'une logique marketing. Il y a aussi cette possibilité de rendre accessible un savoir adapté à ceux qui ne pourraient pas forcément l'avoir et de toucher des personnes qu'on n'aurait pas forcément touchées. Donc, je compte sur vous pour véhiculer toutes ces belles idées. Je sais que vous allez avoir plein d'astuces avec l'intervenant juste après. Moi, j'avais envie de vous emmener en voyage dans vos neurones et de vous dire que vous avez quelque chose d'exceptionnel entre les oreilles. Merci beaucoup.
Merci, merci beaucoup parce que c'est un regard différent qu'on avait envie de vous proposer avec Numix, avec qui travaille Claire au quotidien, avait envie de vous offrir parce que ça change du discours que l'on peut avoir de la techno qui permettrait de manière magique de tout résoudre. Non. Une question, tiens. Oui. On sait par toutes les études sur l'échec du e-learning, dans le sens d'aller mettre des ressources à disposition et dire on a fait notre boulot, on a mis un catalogue, on a mis un LMS et maintenant à vous de vous former. Si vous ne les formez pas, ben, c'est vous les fautifs. On sait que dans l'analyse du pourquoi ça ne marche pas, cette situation d'auto-formation, elle est vécue comme une situation d'auto-abandon par de très nombreuses personnes. Totalement. Alors, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? C'est ce que, merci beaucoup de poser la question, elle est hyper importante. C'est, il y a toujours cette notion de je suis volontaire pour aller apprendre, je suis volontaire pour monter en compétences. Si j'ai l'impression que mon employeur s'achète une bonne conscience en me mettant devant une plateforme LMS, je vais juste avoir une pression complémentaire sur les épaules et je vais me sentir tout seul. Et on va te dire oui, vas-y, appelle la hotline, ça va se passer tout seul. Non, c'est pas possible. On a besoin, non pas dans un monde magique et merveilleux, mais dans une réalité de prise en considération de l'humain dans toute logique de formation, de co-construire le parcours avec l'apprenant. Alors je sais que quand on est dans des grands groupes à 8 000, 10 000, 50 000 personnes, c'est un peu compliqué de prendre les 50 000 personnes par la main, mais c'est pour ça qu'on a des relais en fait en interne et qu'il est important d'expliquer le pourquoi on va faire ça, comment on met les outils à disposition, qu'est-ce qu'on attend de la personne, qu'est-ce qu'elle va en retirer et elle, qu'est-ce qu'elle en attend pour pouvoir lui permettre d'être autonome avec ça. On ne balance pas quelqu'un comme ça tout seul en disant vas-y, allez, démerde-toi et tu vas apprendre. Il n'y a rien de pire pour le bloquer. Autre approche, l'autre approche, c'est que, on le sait très bien avec ces 2 dernières années où il n'y a pas eu le salon et où évidemment on n'a parlé que d'une chose, de la continuité pédagogique grâce à la classe virtuelle, puisqu'on a résumé le digital à la classe virtuelle, eh bien on a opposé le distanciel et le présentiel, on a opposé l'humain au digital. Et dans ce que j'entends, on voit bien que le digital et l'humain ne peuvent pas s'opposer, mais doivent au contraire être complémentaires. Donc, aller utiliser le potentiel du digital sans oublier l'humain, c'est déjà re-rentrer dans son corps et revoir chacun des apprenants comme des êtres humains. Tout à fait, et c'est là, bon après, je veux dire, chacun a fait comme il a pu, on ne s'attendait pas à vivre ces 2 années, on a appris au fur et à mesure, mais on ne peut pas tout substituer, et c'est sûr qu'on ne peut pas remplacer l'humain par une machine si on n'a pas appris à ce que l'humain soit remplacé par une machine. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas du tout de la même façon en présentiel et en virtuel. L'apprendre à apprendre est fondamental, l'apprendre à apprendre seul est fondamental, l'apprendre à apprendre en ligne est fondamental aussi. Tous ces gamins et même ces adultes qui se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir apprendre différemment derrière un écran, avec ou sans reste de leur tenue bien évidemment, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment faire. Il y avait juste une logique de un temps de connexion, je te balance la donnée, je te balance l'info et tu te débrouilles. Déjà qu'on était en stress avec ce qu'on vivait, donc le cerveau n'était pas disponible pour pouvoir apprendre. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, le cerveau est disponible pour apprendre, sinon ça ne marche pas. Forcément, il est complètement perdu. Donc pour moi, on est sur une belle alliance entre le digital et l'humain, cette interface homme-machine qui permet de grandir et d'aider chacun. Le micro est pour vous. Quelle question vous voulez poser à Claire? On a 5 minutes, il faut en profiter. Hop. Merci beaucoup. Je voulais simplement revenir sur la partie, sur la notion de dopamine. Vous parlez de le lien entre les récompenses et la dopamine. Est-ce qu'on n'est pas condamné quand on utilise ce mécanisme de reconnaissance d'aller toujours plus loin, d'augmenter toujours la récompense pour toujours fournir la dopamine suffisante pour continuer? Eh ben, je vous remercie de nous amener dans notre sordide condition humaine, hein, évidemment. Voilà, donc non seulement on est drogué, mais en prime, ça ne va pas s'arranger quand on va avancer. Donc oui, en fait, c'est le fonctionnement naturel de notre cerveau. On n'est pas des gens exceptionnels, hein. On survit et on est tout le temps en train de chercher soit la satisfaction, soit d'éviter quelque chose qui va nous déplaire. Donc, en mode brut,
on va dire. On est effectivement dans cette logique dopamine, 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 dopamine. On en a besoin pour se construire, pour avoir de la confiance en nous. Puis à un moment, on va passer dans la partie du cerveau qui se développe, qui a 25 ans, courage si vous avez des ados, la partie du cortex préfrontal qui nous permet de prendre du recul par rapport à tout ça et de se poser une question comme vous venez de le faire. Et se dire, si je sortais un peu de ma condition primitive, peut-être que la vie serait plus chouette et que je pourrais accepter ce que je vis. Mais effectivement, ça demande une prise de conscience, sinon on est des éternels insatisfaits, des grands consommateurs, etc. Vous avez compris où je veux en arriver. Merci d'avoir posé la question. Par contre, dans l'apprentissage, la dopamine, c'est hyper important. Le circuit de la récompense va donner confiance en l'individu pour qu'il apprenne. Et un temps super important, et ça dans toutes les formations qu'on fait, c'est le moment où on se dit « j'ai réussi ». Et ça, c'est hyper important de l'engrammer profondément parce que vous solidifiez la confiance en soi et vous permettez à la personne de dire « Ok, je vais pouvoir aller plus loin et là, pour son bien et pas en mode automatique de droguer. » Et après, on peut rajouter la reconnaissance, la valorisation faite par le manager, par l'organisation qui vient rajouter en plus cette dimension fondamentale. D'autres questions? Mais madame devant. Bonjour, moi j'ai des questions inverses. On a essayé par exemple de demander à nos collaborateurs de trouver un temps dans leur agenda qu'on pouvait leur mettre et qu'ils pouvaient déplacer. Et les gens qui n'arrivaient pas à prendre ce temps qui leur poussait, quelque part, ils arrivaient à un moment de rejet en fait, du contenu, justement parce qu'ils étaient en échec, alors que ça avait été construit avec eux. On a fait des questionnaires avant, qu'est-ce qui pourrait vous aider, comment on peut... Voilà. Alors, où est-ce que se situe la bascule? Bienvenue chez l'humain inconstant. En fait, la bascule, ça va vraiment être au cas par cas. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas trouvé le temps, qu'ils n'ont pas choisi d'accorder le temps, qu'ils n'ont pas voulu. Là, ça va être dans leur logique de priorité. Et si dans leur priorité, ils ont bien voulu répondre à votre questionnaire, c'était OK sur le principe, ils sont complètement OK avec le projet d'entreprise pour les autres. Par contre, pour ce qui les concerne, eux, il y avait peut-être des choses plus importantes. Et là, on se met une pression tout seul. Et c'est là aussi d'où ce qui fait sens, ce qui est cohérent, ce qui motive. Je vous parlais du ratio tout à l'heure entre l'effort à fournir et la ressource disponible. Eux, clairement, pour ça, ils n'avaient pas envie ou ne pouvaient pas allouer de ressources. Vous leur avez demandé pourquoi ils n'ont pas trouvé le temps? Et vous pouvez nous dire ce qu'ils ont répondu? Business? Et voilà. Donc la priorité, le shoot de dopamine, c'est la thune. Donc, ouais. Alors, ça marche pas bien, la punition. Non, alors le fouet, il faut l'arrêter en entreprise, on est bien d'accord. Bon, je vous entends pas, par contre. Oui, et le côté business, il est effectivement dans je mets des coups, sinon ça marche pas. Donc, ils sont à la fois en situation de stress et de peur. On a une chose qui s'appelle l'aversion à la peur. Votre exemple est génial, parce que je vais pouvoir vous dire quelque chose qui va tous vous aider. En fait, il faut savoir qu'on a toujours peur de perdre ce qu'on a. Le business, par exemple. Et pour accepter de lâcher un truc qu'on a, il faut que le machin en face, il soit 2,7 fois plus intéressant. Ouais, c'est mort s'il n'y avait pas une prime. 2,7 fois plus intéressant que le truc qu'on va lâcher. C'est le biais cognitif d'aversion à la perte. Et là, vous avez votre réponse. En gros, qu'est-ce que ça allait leur apporter de suivre le truc que vous aviez prévu par rapport à ce qu'ils allaient gagner avec le business? Si ce n'est pas 2,7 fois plus intéressant, tant pis. Mais c'est gentil à vous d'avoir essayé. C'est super important de le prendre en considération. Donc là aussi, il faut voir aussi ce qui fait sens pour chacun. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas avoir une réponse universelle et qu'on a vraiment besoin d'aller au cas par cas, ce que permet de faciliter le digital. Dernière question peut-être? Oui, une dernière question. Allez, je vais faire au plus près. Je suis professeur et on est en concurrence pendant les formations avec les téléphones portables et ainsi de suite. Et donc c'est l'enfer. Alors soit on les traite comme des gamins et au collège on les met dans des trucs, mais c'est l'enfer, ou on laisse faire et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Qu'est-ce que vous proposez pour contrer ce biais? Alors, je crois que si j'avais la solution, j'aurais monté une entreprise qui ferait que je serais millionnaire, mais je veux bien qu'on y réfléchisse tous ensemble. Vous posez un vrai sujet, je vous en parlais tout à l'heure, l'addiction aux réseaux sociaux, l'addiction à la reconnaissance que j'ai parce qu'on est en train de m'écrire. J'existe, je ne sais pas quelle matière vous enseignez, mais le temps où vous exposez des connaissances générales qui en plus ne vont pas servir immédiatement et qui sont sanctionnées par des notes, en gros, c'est pas ce qui va changer ma vie. Par contre là, je sais qu'à 16h dans la cour, on va retrouver quelque chose et qu'il y a la super nouvelle vidéo de je sais pas qui avec 3 millions de vues et ça, c'est hyper important. Là, tant que le cerveau, en fait, il est orienté sur ce qui lui donne un shoot de dopamine, vous n'arriverez jamais à concurrencer ça. Et ça va même plus loin. On sait qu'il y a des dessins animés qui sont faits pour pouvoir droguer les gamins. Par exemple, Bob l'éponge ou
Paw Patrol sont des dessins animés qui fonctionnent en mode addictif par la musique et par tout ça, qui sature le cerveau des enfants de dopamine. Et du coup, en fait, après, ils ne sont plus du tout disponibles pour apprendre. Il faut, je crois que 5 minutes de Paw Patrol, le gamin, il est mort pour la journée, en fait. Hein. Ouais, courage. Donc, en fait, là, vous posez un vrai sujet pour lequel on ne va pas avoir de réponse, à part essayer de voir comment on redonne du sens. J'ai enseigné pendant 12 ans, mais il y a très longtemps, et je sais que moi, j'arrivais à avoir l'attention, justement, où j'ai arrêté il y a 7 ans, mais effectivement, ça n'a plus rien à voir. Mais ce qui fonctionnait bien, moi, je les ai toujours fait bosser en sous-groupe, en pédagogie positive, etc. Et à partir du moment où ils sont impliqués dans l'apprentissage, là, on en fait quelque chose. S'ils sont passifs à écouter, c'est mort, ils préféreront le portable. En ramenant de la relation et de l'émotion dans ce qu'ils vivent. Ça. Tout de suite, parce que si on déconnecte le savoir de ce côté émotionnel et social, eh bien, là, on n'est plus en concurrence, on la perd. C'est rouge, ça veut dire qu'on est obligé d'arrêter. On peut applaudir Claire Stried. Merci infiniment.